Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle donc Anne-Lise Bance, je suis responsable de la recherche et de la prospective au sein d'un cabinet de conseil en stratégie un petit peu particulier qui s'appelle Profil. Pro et fil comme philanthropie, qui vient du grec aimer l'homme. Et notre mission, en tout cas celle que nous nous sommes donnée, c'est de défricher des nouveaux modèles économiques et de gouvernance pour les entreprises au service du bien commun. Et donc, dans ce cadre, et je pense que c'est pour ça que vous m'avez demandé d'intervenir aujourd'hui, j'ai été, avec les équipes du cabinet, partie prenante de l'élaboration de cette loi Pacte qui a été récemment promulguée, qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment parce qu'elle a permis d'initier de nombreuses réflexions sur la place de l'entreprise et son rôle sociétal, son rôle dans la cité. Et nous y reviendrons, il y a de nombreuses dispositions qui ont émergé, et notamment l'avènement de ce que nous appelons aujourd'hui les sociétés à mission, une expression en tout cas qu'on a largement participé à forger chez Profil, mais qui, et nous y reviendrons, peut en tout cas susciter certaines craintes, controverses, voire des oppositions, en tout cas qui nourrissent un rôle sur le rôle de l'entreprise, de tous les acteurs économiques du service marchand et non marchand, à la participation en tout cas d'une croissance qui serait plus responsable. Alors je voudrais en tout cas dans ces quelques minutes vous parler de 3 sujets au cœur de l'actualité. Le premier, et je pense que j'enfoncerai peut-être quelques portes ouvertes, mais j'ai envie d'aller plus loin et de vous donner des exemples un peu tangibles. Nous sommes bien à la fin d'un cycle. Plus personne ne va prêcher les vertus d'un capitalisme financier dont on voit bien les inégalités sociales qu'il engendre et tous les désastres humains d'un point de vue personnel et collectif. Et pour moi, tous ces signaux qu'on voit dans l'actualité tous les jours, qui sont assez déprimants, sont pour moi en tout cas le témoin d'un changement d'imaginaire. C'est-à-dire qu'on vit une véritable guerre des imaginaires et des concepts hyper fondateurs depuis des années que sont la croissance, la propriété, sont complètement, ou en tout cas nécessitent d'être réinventés. Et cette loi Pacte, elle a été irriguée de toutes ces nouveaux référentiels, ces nouveaux mythes fondateurs qu'il va falloir faire émerger encore plus. Je reviendrai donc sur les sociétés à mission qui ont émergé dans la loi Pacte et quelles complémentarités elles peuvent offrir aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, tout en veillant à ce que le dispositif ne soit pas appréhendé de façon opportuniste par des acteurs qui voudraient se redonner en tout cas une odeur de sainteté. Et puis je conclurai sur la nécessité de cultiver ce que je vais appeler une biodiversité entrepreneuriale. On parle beaucoup de biodiversité dans l'actualité, d'espèces en voie d'extinction. Et en tout cas, même si je prêcherai, et ça, je ne pourrais pas faire l'adversaire des sociétés à mission après avoir fait 18 mois de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, mais en tout cas, je ne pense pas que c'est un modèle unique et je pense qu'il y a de nombreuses complémentarités à permettre. Alors, je pense que vous vous doutez que je ne suis pas très vieille, et je suis ce que les entreprises appellent la génération millennials. Je suis cette soi-disant génération qui ne veut plus travailler en entreprise, qui n'est pas loyale, qui n'est pas fidèle, parce qu'elle veut du sens. Elle veut du sens dans son action quotidienne. Alors du coup, les directions des ressources humaines, à la fois on les challenge, mais à la fois ils ont un peu de mal avec nous. Et en tout cas, je ne pense pas que nous sommes un groupe homogène. Moi, j'y crois pas, en fait, de cette génération. Je ne pense pas qu'on est un groupe homogène. Surtout, je ne pense pas qu'on est la première génération à se poser ces questions. Et on le voit bien, et vous l'incarnez, des pionniers d'organisations mutualistes ont, depuis 18-19e siècle, repensé en fait cette question du sens dans l'action collective. Néanmoins, le fait de parler de cette génération en quête de sens, c'est le symptôme que le rapport au progrès est complètement renouvelé. C'est-à-dire qu'on n'y croit plus. Il y a des mythes à réinventer parce qu'en fait, on est juste dans une course à l'abîme qui est indécente. On le voit bien tous les jours. Et donc, c'est ce progrès qu'il faut réinventer.
Et alors je reprendrai pour ce début d'introduction les propos d'un grand sociologue qui nous a quittés récemment, qui est Michel Serres. Le progrès est un paysage, c'est assez poétique. Ici une colline accrue, là il y a eu un éboulement de terrain, ici une crevasse, là une forêt. La notion de paysage et donc la notion de progrès est complexe. Et je pense sincèrement que nous sommes face à une guerre des imaginaires. Et les tensions sociétales qu'on vit tous les jours, qu'on voit dans la presse, dans les médias, c'est le témoin de conflits en fait entre des référentiels, des croyances collectives qui façonnent en fait notre vision d'un futur désirable, qui sont complètement envoyés en éclats. Je le disais, la croissance infinie dans un monde infini. Il y en a encore peut-être qui y croient, mais ces mythes, ces référentiels doivent être réinventés. Et qu'est-ce que la propriété privée, dans une économie qui tourne de plus en plus à l'usage? Or, on le voit bien, les effets dévastateurs du capitalisme financier reposent bien sur ces deux croyances, sur une croissance et sur la propriété. Alors nous sommes dans une phase charnière où, comme le dirait un autre poète, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Alors nous avons quelques lueurs d'espoir. Le péril, c'est cette croyance donc quasi religieuse dans des mythes qui sont issus du passé. Et si on revient bien, alors moi je ne suis pas économiste et je ne suis pas là pour vous faire un plaidoyer politique, mais si on revient bien à l'essence de ce que c'est que le capitalisme, nous sommes bien dans un système politique et économique qui repose sur la propriété privée. Qu'est-ce qu'on va inventer? Est-ce que c'est un nouvel humanisme à inventer? Mais en tout cas, il va bien falloir le faire parce qu'on est sur des modèles économiques qui sont en grande partie écocidaires. On le voit bien, alors qu'on parle de développement durable depuis des années. Moi, je suis la génération qui est née avec le développement durable. Et pour autant, encore, nous allons réduire comme peau de chagrin l'Amazonie, le poumon du monde. Au moment où on parle de réinvention des modèles plus liés vers l'économie circulaire, on parle de pollution des océans du 7e continent, on a quand même une production en plastique qui est en énorme hausse. C'était à peu près dans les Échos il y a 3 jours. Et c'est vrai que là, on se dit, on est vraiment dans un monde en péril. Et enfin, on arrive, quand je vous parlais de ces imaginaires, à une réalité qui dépasse la fiction. C'est-à-dire qu'un épisode de Black Mirror, série d'anticipation et de science-fiction, devient la réalité en Chine, avec des systèmes de notation accrue de tous les individus en permanence dans cette société de la transparence qui devient totalitaire. Et puis, on est sur des modèles de surconsommation qui dépassent tout ce qu'on aurait pu imaginer, et des entreprises qui dominent le monde et qui se réjouissent qu'il n'y ait presque plus d'humains. Mais comme là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve, nous avons des lueurs d'espoir. Parce que dans toutes ces innovations, on voit bien un véritable mouvement en faveur de l'entrepreneuriat au service du bien commun. Je suis ravie d'avoir entendu de cette magnifique start-up, là, juste à l'instant, qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieux détecter, en tout cas, peut-être des conflits dans certaines ordonnances pharmaceutiques. Et c'est assez merveilleux. Et on voit bien, de plus en plus d'entreprises mettent au cœur de leur performance économique la résolution d'une problématique sociale ou environnementale. Alors bien entendu, cet entrepreneuriat au service du bien commun, ce que certains appellent les business à impact, ça se retrouve dans des structures tout à fait différentes. On a les structures, et vous en faites partie, de l'économie sociale et solidaire, qui continuent leur essor. On a cet univers des startups sociales, de la tech for good. Et puis, on a vu récemment l'avènement des entreprises à mission, ces sociétés commerciales, privées,
à but lucratif qui veulent mettre leur performance économique et financière au service d'une mission d'intérêt général, contributrice du bien commun. Alors la grande question, c'est finalement, les sociétés à mission, est-ce que ce n'est pas un péril qui ne dit pas son nom? Est-ce que ce n'est pas juste un signal de la plasticité du capitalisme, une capacité qu'on connaît bien à plein d'entreprises d'intégrer les critiques, de faire de la petite tambouille interne et puis de projeter quelque chose qui est bien meilleur? Je travaille dans un cabinet de stratégie en développement durable. Je me rends bien compte de ce que c'est que le greenwashing. C'est une réalité. C'est dangereux, c'est un péril. Est-ce que les sociétés à mission sont ce témoin de la plasticité du capitalisme ou pas? Je vous propose de vous expliquer ce que j'appelle une entreprise à mission et nous conclurons dans du débat. L'entreprise à mission, c'est une innovation conceptuelle, mais surtout juridique, qui a émergé il y a à peu près une dizaine d'années aux États-Unis. Alors c'est assez étonnant, dans un pays où le capitalisme financier est roi. Une innovation juridique voulue par des entrepreneurs pour sécuriser des engagements sociaux et environnementaux sur le long terme. L'idée, c'était de se dire, une politique de responsabilité sociale aujourd'hui, et alors quand ce n'est pas du greenwashing, et que c'est réel, et que c'est sincère, et que c'est fait avec tout un réseau de parties prenantes, comment je fais pour l'inscrire dans le temps? Comment je fais pour qu'à des moments, des phases charnières de l'entreprise, une augmentation du capital, une introduction en bourse, changement d'un actionnaire, changement d'un dirigeant, ça ne vole pas en éclats? Comment je fais pour sécuriser ces engagements dans la durée? Et donc, il y a eu pas mal d'avocats qui se sont penchés sur la question et des innovations juridiques qui ont émergé pour permettre à des entreprises de définir dans leur statut un objet social qui est élargi à des sujets sociétaux. Et comme on parle d'un changement statutaire, cet objet social élargi, cette mission, devient opposable à des tiers, mais j'y reviendrai, est opposable avec des règles du jeu à réinventer au sein des entreprises avec les différentes parties prenantes. Cette innovation juridique qui a émergé aux États-Unis, elle a inspiré le législateur français récemment. Je vais essayer en tout cas de vous décrypter brièvement ce qu'il y a dans cette loi Pacte et comment on peut le challenger. En matière, alors c'est une loi fleuve de 1000 amendements, je ne vais pas vous faire tout, je vais me concentrer sur ce qui concerne la responsabilité de l'entreprise et son rôle sociétal. Le législateur a un peu créé une fusée à 3 étages. Le premier étage a été la modification de la définition même de ce que c'est qu'une société dans le Code civil, qui n'avait pas été changée depuis Napoléon. Et cette définition est élargie à la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux. Alors j'imagine bien que pour vous, ici dans la salle, vous vous dites « on fait ça depuis des années ». C'est un premier pas qui est symbolique. Pour être juriste à mes heures perdues, effectivement, la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux n'est pas quelque chose de très régalien, n'est pas quelque chose de très contraignant. Mais en tout cas, c'est un premier pas pour aussi réconcilier ce qu'est la société avec l'entreprise. Je ne sais pas si vous le savez, je trouve ça assez fantastique. L'entreprise n'est pas définie en droit. L'entreprise n'existe pas. Il n'y a que la société définie comme un contrat d'association avec des actionnaires, des associés qui existe. L'entreprise comme objet d'intérêt collectif, pour reprendre en tout cas les termes de Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat qui ont rédigé le rapport qui a initié les recommandations de la loi Pacte, n'existe pas en droit. Et donc cette modification du Code civil, c'est aussi un changement de philosophie. La deuxième étape, et ça fait écho avec ce que j'ai entendu dans vos discours préalables,
c'est que le législateur invite toutes les entreprises à réfléchir sur leur raison d'être. Et donc, de faire de la raison d'être des entreprises un peu le cap, la ligne de direction des discussions des organes de gouvernance. L'enjeu est bien de faire des instances de gouvernance des entreprises un vrai lieu de débat de ces enjeux sociaux et environnementaux. Parce qu'on a beau dire, mais la responsabilité sociale des entreprises, ça passe rarement la porte du conseil d'administration. Et alors celui de l'Assemblée générale, encore moins quand on parle des entreprises classiques. Et la dernière étape a été une disposition optionnelle qui permet à des entreprises de s'enregistrer sous la qualification juridique de société à mission. Ce n'est pas une nouvelle forme, on peut être une SA, une SAS, une coopérative ou même une mutuelle et devenir une société à mission. Et pour cela, le législateur vous impose 3 choses. L'engagement sur une mission au service du bien commun, la déclinaison de cette mission en des objectifs sociaux, environnementaux, des indicateurs clés de performance qui eux aussi sont statutaires, et l'adaptation des organes de gouvernance à l'aune de cette mission, et la création d'un comité mission. Ces nouvelles dispositions, elles émanent et elles s'inscrivent dans un contexte mondial. On voit bien de nouvelles innovations juridiques émerger. Et c'est venu des États-Unis, c'est passé en Amérique du Sud, et en Europe, on commence à avoir de nombreuses innovations. On pourrait se demander à quoi ça sert. Finalement, ceux qui veulent servir le bien commun, ils peuvent le faire et ils n'ont pas forcément besoin du législateur pour les aider. La réalité, c'est que l'enjeu de la société à mission, c'est bien de réinventer la relation actionnariale. Alors je sais que je parle devant un public de sociétaires. Donc vous n'êtes pas dans la même démarche, vous avez cette spécificité qui fait de vous une entreprise où le bien commun est la ligne de direction, le cap. Mais dans beaucoup d'entreprises, il y a des actionnaires. Généralement, l'actionnaire, on lui parle peu de responsabilité sociale. Alors on lui parle de sa responsabilité individuelle en tant qu'actionnaire, mais pas forcément des enjeux sociaux et environnementaux de l'entreprise. Et c'est précisément ça, et donc c'est pour ça que je reviendrai sur pas mal d'éléments qui ont été dits dans le cadre de la loi Pacte. Je ne pense pas qu'en fait les entreprises ont attendu la loi Pacte pour avoir une mission. Vraiment pas. Par contre, ce que ça peut ouvrir à certaines entreprises, c'est un nouveau contrat social où l'actionnaire, la partie prenante qui est souvent exclue des réflexions sur les enjeux de durabilité, est vraiment au cœur du dispositif parce que la mission devient un sujet à l'Assemblée générale et nécessite un vote. Et donc, ça crée un nouvel engagement collectif. Et c'est bien pour ça qu'en fait, ça a émergé aux États-Unis. Parce que temple du capitalisme financier à outrance, la plupart des entrepreneurs qui s'engageaient dans cette voie, qu'on appellerait les entrepreneurs sociaux en France, ils n'avaient aucune protection. Et donc, dans les années 90, on a vu dans certains secteurs d'activité des rachats emblématiques. Le plus emblématique a été celui de Ben & Jerry's par Unilever. Et en tout cas, c'est quelque chose qui se trame en France aussi. Quand on voit notamment, je ne prendrai qu'un exemple, toutes les structures, et alors là, on voit bien aussi la diversité, ce sont parfois des entreprises, des coopératives, dans le monde agricole, et notamment dans le monde de l'agriculture biologique, qui aujourd'hui peut racheter une entreprise de la biocré dans les années 70, dont le chiffre de croissance est à 2 chiffres. Seuls les acteurs de l'agroalimentaire purement capitalistes et qui, eux, sont bien cotés en bourse et ont les liquidités peuvent racheter ces entreprises. Et donc, ces réflexions sur la société à mission, pour moi, sont à appréhender sur une nouvelle façon de créer une relation avec les actionnaires. Et je ferai juste un petit peu d'histoire pour renforcer cette réflexion autour de la mission et comment on passe de la notion d'objet social à la notion de mission. La notion d'objet social, je ne sais pas si vous le savez,
elle date d'il y a fort longtemps, et notamment du Moyen Âge, où les premières entreprises, et c'est assez intéressant de voir ce qu'on appelle une entreprise aujourd'hui, parce que quand on revient aux sources, la première institution reconnue comme entreprise, c'est l'université. On voit bien que la contribution à l'intérêt général est assez manifeste. Et en fait, ces organisations économiques, quand elles se créaient, elles devaient avoir l'aval du roi. Et donc l'objet social, c'était ce qu'on soumettait au roi pour qu'il vous donne l'autorisation de réaliser votre action. Alors on peut se dire que c'était en soi positif, parce que le roi analysait à l'aune de l'utilité sociale de cette organisation économique. Sauf que progressivement, le concept a été vidé de sa substance, parce que le roi, puis l'organisation étatique, évaluaient le risque de cette action collective à l'aune du risque pour les créanciers. Et donc, on en est arrivé à des objets, alors là je passe les siècles très vite, à des objets sociaux d'entreprise qui sont très vagues. Et la plupart des entreprises, quand on analyse leur statut, c'est quelque chose de très lié au régime de la précaution. Et donc, on est dans l'idée de minimiser le risque, mais c'est en soi légitime, de la société en tant que personne morale, et puis du risque pour les dirigeants. Le problème, c'est qu'on a limité la latitude d'innovation de l'entreprise et qu'on ne permet pas, en tout cas, de sécuriser des engagements qui sont plus dans le long terme. Alors vous allez me dire, des statuts, ça se détricote, mais ça montre quand même le contrat collectif de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et passer à la notion de mission, c'est passer sur un régime de responsabilité qui est beaucoup plus conceptif. On est plus dans l'exploration, on s'engage sur un futur désirable à façonner en commun. On ne sait pas forcément toutes les étapes qu'il va y avoir, mais en tout cas, on prend cet engagement collectivement et toutes les parties prenantes, et j'y reviens, et notamment les actionnaires, et puis on peut imaginer dans une mutuelle les sociétaires, s'engagent à partager ce risque au service du bien commun. Et aux États-Unis, vous avez maintenant 34 États qui ont légiféré pour introduire ce qu'on appelle des benefit corporations, à peu près la traduction française des sociétés à mission, enfin, c'est plutôt nous qui avons traduit ce qu'eux ont fait, et des entreprises assez emblématiques, et je pense que vous devez sûrement peut-être connaître la success story de Patagonia, ont en tout cas milité pour que ce statut émerge. Et on revient bien sur cette histoire de repenser la relation avec les actionnaires. Et si ces innovations ont émergé, c'est notamment parce qu'il y a dans de nombreux pays, et particulièrement aux États-Unis, ce qu'on appelle les fiduciary duties. Je ne ferai pas un cours de droit ce matin, je peux vous le résumer très simplement, c'est écrit noir sur blanc dans le droit que l'objectif de toute organisation économique est de maximiser la valeur de l'actionnaire. Le problème, c'est que cette valeur, elle fluctue dans le temps. Donc généralement, c'est analysé à l'aune du court terme. Et donc, des entreprises type Patagonia, type Laureate Education, qui est un réseau d'écoles privées aux États-Unis et en Afrique, et puis maintenant en France, avec la CAMIF, ancienne coopérative qui s'est en tout cas renouvelée à l'aune de la société à mission, et puis des marques assez emblématiques, par exemple en Italie comme Alessi, militent pour développer les sociétés à mission. La société à mission, si on prend l'exemple de Patagonia, c'est bien de s'engager sur un engagement fondamental, un mandat fédérateur, qui est, chez Patagonia, favoriser des produits de qualité ayant le moins d'impact sur l'environnement et avoir des actions de lobbying pour enrayer la crise environnementale, et de décliner cette mission en des engagements statutaires qui permettent d'aller plus loin. Pourquoi Patagonia l'a fait? Patagonia ne l'a pas fait parce qu'ils avaient besoin de ça en plus pour se dire on est des champions du développement durable. C'est clairement l'exemple ultime, d'ailleurs on a parfois du mal à en trouver d'autres quand on fait des cours de développement durable, de l'entreprise qui est vertueuse, qui n'a pas besoin de formes juridiques innovantes. Sauf que là on est face à un enjeu de transmission. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans un passage à la seconde génération?
Eh bien voilà, les dirigeants de Patagonia, qui ont 80 ans maintenant, ont décidé d'inscrire une mission fondatrice dans les statuts de l'entreprise pour la pérenniser sur le long terme et de s'engager sur un mandat qui est presque politique. Et aujourd'hui, Patagonia, c'est assez intéressant parce qu'ils ont fait ce changement statutaire, parce qu'ils s'engagent sur une mission qui est extrêmement forte à côté de leurs investisseurs. Et bien en fait, ils s'engagent dans des actions en justice contre l'administration Trump. En disant, nous, notre mission, qui est très environnementale, qui veut lutter contre le changement climatique, elle est complètement contraire à des autorisations de forage dans des parcs nationaux, en tout cas favorables par l'administration Trump. Et donc vous voyez bien qu'il y a un glissement en fait du rôle sociétal de l'entreprise avec un militantisme et en tout cas un sens politique qui s'affirme petit à petit. Et donc, moi j'y reviendrai, au-delà de ce qui est sorti dans la loi Pacte, et chacun en pensera ce qu'il en veut, l'avènement des sociétés à mission permet en tout cas de réinventer le contrat social en entreprise à l'aune d'une mission, mais cette mission, elle doit irriguer les organes de gouvernance, l'ensemble des décisions de gestion de l'entreprise, et puis elle doit permettre de réinventer les modèles économiques. Parce qu'on l'a bien vu avec les constats de péril en introduction, on a des modèles économiques qui sont dévastateurs pour les écosystèmes, et nous allons juste être les premiers à en souffrir. On a rompu à peu près tout lien avec les systèmes, ce qu'on appelle les services écosystémiques de la nature. Et donc c'est bien ça pour moi l'importance des sociétés à mission, c'est que des acteurs privés lucratifs réinventent leur action et réinventent leur modèle économique, et que ça ne soit pas juste une déclaration de bonne intention. Et bien entendu, cette mission, elle est génératrice de valeur qui n'est pas purement financière. Et donc celles qui le feront, et donc qui seront sincères dans leur démarche, devront s'engager à partager collectivement la valeur créée, et à évaluer et à être transparentes sur l'impact qu'elles créent grâce à leur mission. Alors bien entendu, vous pouvez peut-être vous dire, mais tout ça, finalement, l'économie sociale et solidaire le fait très bien depuis des années. Et c'est vrai, ou en tout cas ce n'est pas complètement faux, parce qu'on pourra trouver peut-être des contre-exemples dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, mais il est vrai que depuis le 19e siècle, on l'a vu avec les coopératives ouvrières en Italie, l'émergence des caisses d'épargne en France, et puis de toutes les mutuelles dont vous êtes l'incarnation, il y a un vrai mouvement au service du bien commun qui existe, avec des modèles de gouvernance participatifs et collaboratifs qui permettent de pérenniser les entreprises sur le temps long. Et je pense vraiment que finalement, l'ESS a ouvert la voie. Mais il est vrai que les modèles de l'économie sociale et solidaire ne peuvent pas s'adapter à toutes les activités économiques. Et ce n'est pas grave. Et je pense qu'en fait, il nous faut cultiver cette biodiversité entrepreneuriale. Face aux enjeux qu'on a dit en introduction, il faut sortir d'une monoculture actionnariale, d'une monoculture managériale. Il faudra des collaborations entre des acteurs du monde lucratif, du monde non lucratif, des acteurs publics, des acteurs privés. Et finalement, ce à quoi il faudra faire attention, c'est à la sincérité des engagements, peu importe de quel bord, de quelle chapelle à laquelle nous appartenons. Finalement, ni le statut, ni le secteur économique, ni la forme juridique, ni l'organisation actionnariale, je pense, ne fait la vertu. Et donc, cette organisation sur une mission, elle peut permettre à toutes les organisations de se réinventer. Et je pense que vous l'avez vu dans la presse, un organisme mutualiste comme la Maïf a décidé de s'aventurer sur le chemin de la société à mission, sans renoncer à son modèle mutualiste. Alors que la Camif, avant, qu'on prend souvent comme exemple, a renoncé à ce modèle coopératif. Et donc on voit bien qu'il y a une hybridation des modèles. Et pour discuter souvent avec Pascal Desmurger de pourquoi il tendrait vers ce modèle de la société à mission, eh bien c'est un petit peu pour préparer l'avenir.
Parce que dans un monde dominé par des innovations liées aux Américains et aux Chinois qui sont parfois génératrices de progrès social, mais parfois largement destructrices et aliénantes, comment faire face? Et je pense que l'avantage concurrentiel de toutes les organisations demain ne portera pas sur les technologies. Qu'est-ce que c'est qu'une barrière à l'entrée? Qu'est-ce que c'est qu'une technologie comme barrière à l'entrée? Il vous suffit de dégoter, alors il suffit, c'est un peu facile pour moi de dire ça, mais un brillant ingénieur du MIT pour vous faire une nouvelle innovation? Est-ce que c'est ça la barrière à l'entrée des business? Il n'y en a plus. La seule, ce sera les valeurs fortes, des missions qui seront sincères, qui seront ambitieuses, qui seront pérennes dans le temps. Et je pense, mais ça sera l'objet, en tout cas je l'espère, de débats avec la salle, que la Maïf est vraiment dans cette logique de on ne sait pas de quoi demain sera fait. Qu'est-ce qu'un partage de risques quand il lance un produit assurantiel automobile à la minute? On voit bien que tous les modèles sont reconfigurés et finalement, ce qui va faire le succès d'une organisation, c'est bien l'engagement pérenne qu'elle prend dans le temps. Alors effectivement, des sociétaires, c'est peut-être moins volatile que des actionnaires, mais je pense que c'est nécessaire de se poser ces questions de raison d'être, et je vois en tout cas que vous l'avez réalisé et que tous les 3 ans, vous essayez de travailler sur des valeurs, et je trouve que c'est extrêmement pertinent. Et donc je conclurai sur cette nécessité d'avoir, comme dans la nature, une biodiversité entrepreneuriale. Parce que non, je ne pense pas que l'économie sociale et solidaire peut couvrir tous les champs d'activité économique. Et pour autant, je ne pense pas que l'entreprise doit tout faire non plus. L'entreprise privée sur des marchés. Certains besoins nécessitent des modèles de gouvernance très particuliers. Et il nous faudra, pour être à la hauteur des enjeux, arriver à collaborer et à créer des partenariats gagnant-gagnant. Et donc non, ce ne seront pas forcément les espèces les plus fortes, même s'il faut résister à cette croyance. Et quand on voit des géants comme Tenzing, comme Amazon, c'est difficile de finir par se dire que non, ce n'est pas la puissance financière qui fera la résistance sur le temps long, mais bien des espèces, des entreprises qui seront les plus intelligentes et qui seront les plus résilientes au changement. Voilà, je vous remercie et j'espère que nous aurons des échanges fructueux dans les questions. Merci.